Elle incarne la douceur de vivre. Située dans le sud-est de la France, la Provence est réputée pour son soleil d'hiver et ses étés chauds. Un climat méditerranéen qui l'oblige chaque été à faire face à des sécheresses. Difficile d'imaginer alors qu'il y a 250 millions d'années, la région était noyée sous les eaux d'une mer aujourd'hui disparue, la Thétis. La Thétis était un océan situé à l'est d'un continent unique appelé la Pangée. Au début de l'ère secondaire, elle s'ouvre en ciseaux d'est en ouest et sépare la Pangée en deux grands continents, la Laurasie au nord et le Gondwana au sud. La France est alors un point minuscule et le mouvement des plaques va l'entraîner plus au nord. Au fil des temps géologiques, la mer recouvre une partie de son territoire et des dépôts marins s'accumulent au fond. Son niveau varie, puis elle se retire définitivement suite à la formation des Alpes. Aujourd'hui, la Provence offre un formidable terrain de jeu grandeur nature pour les amateurs de plein air. Mais elle n'a pas pour autant oublié ses origines marines. Le territoire regorge d'indices qui témoignent du passage de cette mer oubliée. C'est sur les traces de ces vestiges que je décide de partir. Ce voyage à travers les temps géologiques me fera feuilleter quelques pages de la Provence, cet album souvenir à ciel ouvert de la Thétis. Mon voyage commence dans les gorges du Verdon, l'un des plus beaux canyons d'Europe. Ce site, classé en 1990, atteint jusqu'à 700 mètres de profondeur. En contrebas coule le Verdon, qui tire son nom de sa couleur vert émeraude. C'est dans ces gorges que je croise la route de William Michel. Ce spéléologue réputé connaît par cœur la région, ses trésors et ses secrets. Il m'emmène dans le couloir Samson, un défilé étroit et profond jusqu'à la Baume aux Pigeons, la plus grande cavité creusée par le Verdon. C'est dans ce lieu qu'on devine le passage d'une mer chaude et peu profonde. Il paraît même qu'on peut y voir un animal pour le moins inattendu, du corail. Ok, là c'est bon. Donc l'entrée des artistes. C'est ça c'est l'entrée des artistes. D'ailleurs, comme artiste, tu vas y aller en premier. Hein. Oui. T'assois dans le vide. T'es bien comme ça? C'est pas mal. D'accord. Allez, on est parti. Oh là! Donc les blocs que l'on voit ici, là, d'accord, ce sont des roches qui datent donc du Jurassique supérieur. Hein, donc qui était en pleine période de la mer de Thétis, d'accord. Et à cette période-là, Jurassique supérieur, toute la région du Verdon, donc toutes ces grandes falaises que l'on voit autour de nous, hein, on se trouvait un peu sur la frange de la mer, c'est-à-dire sur des mers qui étaient chaudes et peu profondes. Ce qui a permis un développement de coraux très important. Et comment ça a été sculpté du coup les gorges du Verdon? Parce que comment t'expliques l'étroitesse? L'étroitesse, alors les gorges du Verdon ne sont pas si vieilles que ça, hein, sachant que les roches qu'on a ici, elles ont elles doivent avoir 200 millions d'années à peu près. Ces roches carbonatées se sont déposées au fond d'un océan. À la suite de ça, les mouvements tectoniques des plaques ont fait qu'il y a eu une collision. Ça a formé tout simplement les Alpes. D'accord, les Alpes telles qu'on connaît maintenant, donc les deux plaques qui se sont rencontrées, qui ont formé les Alpes. Et nous, sur la frange, donc tout ce qui est la Provence, on a subi à la fois la formation des Alpes et à la fois la formation des Pyrénées. Donc ces roches ici, elles ont subi une poussée nord-sud et une poussée est-ouest, ce qui fait qu'elles se sont énormément fracturées. D'accord ? À partir du moment où ces roches carbonatées se sont retrouvées fracturées, plissées, etc., l'eau, il fallait bien qu'elle coule. Vu que les Alpes s'étaient formées, il fallait bien qu'elle trouve son chemin jusqu'à la mer. D'accord ? Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Cette eau, elle a trouvé son chemin en utilisant les failles préexistantes, en utilisant les fissures, et elle a creusé du haut vers le bas le Verdon tel qu'on l'a actuellement.
Et voilà. Donc tu verras, hein, c'est des empreintes, donc c'est pas des coraux qui sortent de la roche comme ça, hein, sachant que les roches qui sont là, vu que le niveau du Verdon monte assez haut parfois, elles ont subi l'érosion de l'eau sur la roche. Du coup, c'est pas non plus des coraux extraordinaires, mais on voit bien les empreintes. C'est quand même étrange de parler de coraux quand on est en Provence, non? C'est sûr qu'il faut avoir l'imagination, imaginer une mer chaude avec des coraux qui se développaient. Donc... Ah ben tiens, voilà. Là, on a une première empreinte qui est juste ici. Voilà, là, tu vois là. Voilà, pile ici, là. D'accord. Donc on voit l'empreinte des coraux qui était située là. On en retrouve ici. D'accord. On voit quelque chose là. Regarde. Ah, oui, ouais. Tu vois la trace là, un peu sphérique comme ça. Et on devrait en trouver une autre quelque part par là, je pense, aussi. Ici, là? Ouais, voilà. Hein, tu vois les traces comme ça là. C'était il y a combien de millions d'années tout ça? On se situe à peu près vers 65 millions d'années. Ça correspond à la dernière extinction en masse, hein, qui s'est produite sur la planète. Le passage du Jurassique au Crétacé. Donc les coraux ont subsisté derrière. Et ça a été le début en fait, du développement des mammifères, quoi. Donc le Verdon, en fait, il continue de creuser un peu. Il continue toujours de creuser, ouais, voilà, tout simplement. Aussi, ah bah ouais. De toute façon, l'objectif d'une rivière, hein, c'est d'atteindre son niveau de base. Et le niveau de base, qu'est-ce que c'est? C'est la mer. C'est-à-dire qu'au final, si on laisse faire les choses, ça creusera jusqu'au niveau de la mer, quoi. Après, il peut s'en passer. Hein, il faut savoir que tout ce que vous voyez là, ça va tomber, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'un canyon, hein, c'est voué à s'effondrer. Hein. Il y a aussi des phénomènes géologiques qui feront que peut-être il va se boucher et qu'il va aller creuser quelque part ailleurs. Et donc là, les coraux, ils subissent l'érosion quand même. Comment ça, c'est facile? Oui, ben là, forcément, avec le Verdon qui monte et qui descend. Par contre, si tu veux vraiment voir de beaux fossiles d'ammonites, je te conseille d'aller à Digne, à la dalle des ammonites. Là, il y a vraiment de très beaux spécimens de fossiles, quoi. Dalle aux ammonites? La dalle aux ammonites, ouais. À Digne. Ok. Une dalle aux ammonites, la curiosité l'emporte, j'irai y faire un tour un peu plus tard. Mais avant, je quitte le Verdon et son magnifique décor gris et vert de calcaire et de végétation pour le Luberon. Comment expliquer un tel changement de décor à moins de 130 km de là? Les ocres de Roussillon et le Colorado provençal ont pourtant eux aussi une origine marine. Ce sont au départ des sables qui sont de couleur verte et qui se sont déposés au fond de la mer. Suite au retrait de la mer il y a 100 millions d'années, ces sables verts se sont retrouvés à l'air libre, sous climat tropical et humide, et ont été profondément altérés par le climat et se sont transformés en sable ocreux. La mer a contribué dans la formation des paysages actuels, dans le sens où elle est à l'origine des sédiments qui se sont déposés et qui ont formé les roches qu'on voit aujourd'hui. Les paysages actuels sont le résultat de la tectonique des plaques et de l'érosion. Donc la tectonique des plaques a entraîné la formation de plis, de failles qui ont structuré la géologie du territoire. Et l'érosion a usé le tout et a façonné en fait, les paysages que nous voyons aujourd'hui. Je quitte à regret ce Far West surprenant, direction la réserve géologique de Haute-Provence, pour voir cette fameuse dalle aux ammonites dont m'a parlé William. En arrivant, je ne m'attendais pas à ça. La dalle donne directement sur une route départementale et on pourrait passer 100 fois devant sans l'apercevoir. Mais à y regarder de plus près, elle a 1000 trésors à nous dévoiler. Je m'apprête à fouler ce qui était autrefois le fond de la mer, grâce au géologue Jean-Simon Pagès. Du haut de cette dalle, il y a 200 millions d'années qui nous contemplent. Sous nos pieds, 200 millions d'années d'histoire de la Terre nous attendent. Alors j'ai lu qu'elle était mondialement réputée. Tout à fait, parce qu'elle contient plus de 3000 ammonites de grande taille, concentrées sur une assez petite surface. Quelle surface? 200 mètres carrés. Je vois que vous êtes équipé, on peut aller voir ça de plus près? Eh bien, on va aller voir ça, effectivement, en détail. D'accord, on s'équipe? On y va. Vous êtes prêts ? Elle est inclinée à combien de degrés cette dalle? Une quarantaine de degrés à peu près. C'est une inclinaison naturelle? C'est tout à fait naturel, bien sûr. Ça témoigne d'un phénomène bien simple, hein. C'est la formation des Alpes qui a remplacé l'océan alpin. Qu'est-ce que cette dalle nous apprend sur la présence de la thétis? La dalle à ammonite
parce qu'elle porte des ammonites, nous enseigne déjà le fait que la mer était ici il y a 200 millions d'années. Mais elle n'était pas à 600 mètres d'altitude, elle était bien au même niveau qu'aujourd'hui. Ce sont ces couches qui ont été soulevées, sorties de l'eau et inclinées comme ça pour former les montagnes qui nous entourent. Donc chaque ammonite a un secret que vous arrivez à faire éclore. Chaque ammonite est porteuse d'un fragment de l'histoire de la Terre. Ce sont des animaux qui ont disparu il y a 65 millions d'années, à la fin de l'ère secondaire. Personne n'en a jamais vu une seule vivante. C'est assez fascinant. Et donc, tout ce qu'on sait sur les ammonites, eh bien, c'est de l'ordre de l'observation de leurs fossiles et de leurs cousins qui existent toujours, qu'on appelle les nautiles. Les roches qu'on trouve en Provence se sont formées, pour la plupart, au cours de la vie de cette tétis. Et puis, elles ont aussi enregistré la mort, en quelque sorte, la fin de la tétis et son remplacement par l'ouverture de la Méditerranée. C'est la tectonique des plaques qui aura eu raison de la tétis. Au Tertiaire, l'Afrique et la péninsule arabique se soudent à l'Europe par les deux extrémités et viennent refermer la mer sur elle-même. Son niveau s'abaisse, mais l'ouverture d'une faille, le futur détroit de Gibraltar, vient réalimenter le bassin. De la tétis, il en reste un bout, une toute petite partie, une mer au milieu des terres, la Méditerranée. Et ça me donne une idée. Voir d'en haut cet ultime vestige. Le récent séisme qui a secoué la région de Barcelonnette montre bien que les plaques continuent de bouger. L'Afrique poursuit son rapprochement vers l'Europe. À terme, la Méditerranée est condamnée à disparaître. Pas la peine de se presser pour aller lui dire au revoir. On a encore 50 millions d'années devant nous. À moins que l'homme ne lui scelle lui-même son sort. Surpêche industrielle, pollution plastique, trafic maritime d'hydrocarbures, sans oublier le réchauffement climatique qui fait monter le niveau de la mer. Au-delà de sa beauté de surface, la Méditerranée subit une profonde crise écologique. Étrange reconnaissance pour celle qui a vu naître des civilisations de génie et qui meurt peu à peu par notre civilisation du gâchis. Faut-il voir dans ces eaux le reflet de notre propre avenir? Il n'appartient qu'à nous d'en décider. Bonsoir.